Bienvenue à ce webinaire mensuel de Biomasse Normandie, ce mois-ci sur la mesure de la performance énergétique des bâtiments. Moi, je suis Paul Calberg-Hélène, je suis directeur adjoint de l'association et en charge du pôle connaissance et maîtrise de l'énergie. Je vais vous faire une petite présentation très rapide de Biomasse Normandie. Peut-être il y en a parmi vous qui connaissent pas bien l'association, mais ça va vraiment être très rapide. Et puis après, on va plonger sur le domaine de la MPEB et de la MEV aussi, deux termes qui sont très proches, on va le voir, mesure et vérification. Un petit point organisation, on est peu nombreux aujourd'hui, donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Le but, euh, c'est que ça vous apporte quelque chose, que ça vous éclaire sur ce que c'est la MPEB. Donc, s'il y a des questions, je vous invite à les poser facilement à l'oral. On va voir, sauf si vraiment vous me coupez tout le temps, on verra pour réguler un petit peu, mais je pense que ça devrait le faire comme ça. Et puis un petit point sur le contexte, une présentation peut-être un petit peu technique, ça je ne sais pas bien en fonction de votre contexte, hein. Donc là aussi, n'hésitez pas à réagir, j'essaierai de m'adapter le plus possible. On va rentrer dans les concepts de la MPEB. Alors, premier point, quelques mots sur l'association Biomasse Normandie. Donc Biomasse Normandie, c'est une association qui existe depuis plus de 35 ans. Elle a été créée en 1983. Elle traite aujourd'hui des thématiques de la valorisation énergétique et agronomique de la biomasse, des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables, et puis de la gestion des déchets à travers trois pôles, le bois énergie, le pôle déchets et le pôle connaissance et maîtrise de l'énergie. On réalise des actions, des missions d'intérêt général qui ne sont pas mentionnées ici, mais qui constituent une part importante de notre activité. Et puis aussi des missions plus classiques, j'allais dire, pour un bureau d'études, sur ces différents sujets. Et puis, on travaille aussi, on communique bien sûr autour de ces sujets et on fait de la formation autour de ces sujets. On est aujourd'hui 22 personnes dans l'association à travers les trois pôles, plus le pôle administratif. En termes de MPEB, ou de mesures et vérifications, on aborde le sujet depuis maintenant 6-7 ans. On est notamment membre actif de l'association internationale EVO, qui gère le protocole IPMVP. Alors, le protocole IPMVP, c'est un protocole de référence sur le calcul des économies d'énergie, sur la MEV, la mesure et vérification. C'est un texte qui est sorti dans les années 2000 et qui s'est diffusé à travers le monde et qui fait référence aujourd'hui, donc notamment dans le cadre des contrats de performance énergétique, où le sujet de la mesure et vérification est important, et puis particulièrement important, et puis dans le cadre de l'ISO 50001 aussi, de plus en plus, on parle de mesure et vérification. Et donc, associé à ce protocole IPMVP, on a contribué à la traduction des textes en français IPMVP pour la formation, le protocole en lui-même, etc. On est membre des groupes de travail Extended Training Committee, qui travaille sur comment on forme à l'IPMVP, qui fait évoluer la formation, membre du groupe sur les incertitudes aussi, et puis on pilote depuis maintenant 6 mois le groupe de travail Option D. L'Option D, ça correspond à l'utilisation des simulations thermiques dynamiques pour faire de la mesure et vérification. L'association dispose de 2 ingénieurs qui sont certifiés sur ce sujet de la mesure et vérification. On parle du diplôme CMVP. Et puis, moi, je suis formateur depuis maintenant 5 ans sur ces sujets-là. On est 3 formateurs à délivrer la formation qui permet d'obtenir le diplôme CMVP. On est 3 formateurs en France, Suisse, Belgique. Et donc, je fais partie de ces formateurs. En termes de références, les références dont je voulais vous parler, en tout cas, actuellement, on travaille sur la région de Bruxelles-Capitale à la création d'un module, une plateforme web qui permet de calculer les économies d'énergie. En fait, en Belgique, dans la région de Bruxelles-Capitale, ils ont une réglementation qui s'appelle plage, qui est un petit peu l'équivalent de notre décret tertiaire,
qui oblige les propriétaires de bâtiments à faire des travaux et à atteindre un certain niveau de réduction de consommation. Et donc, il y a un calcul de mesures et vérifications qui est associé. Et on est en train, du coup, de mettre en œuvre ces calculs dans cette plateforme. Ça, c'est une belle mission qui nous occupe cette année. Et puis, on a participé sur les 2 dernières années au projet de recherche MPEB et notamment à la rédaction de sa synthèse avec le CEREMA. Et c'est ce dont je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui. Je vais vous en parler du coup en réutilisant une présentation qu'on a faite le 31 mars en clôture de l'atelier. Donc je vais reprendre des présentations qui ont été faites par différentes personnes. En l'occurrence, vous voyez ici que le nom qui apparaît sur l'écran, c'est celui de Stéphanie Derouineau du CSTB, qui est la responsable du service bâtiment en exploitation, de la division bâtiment en exploitation, et qui a piloté l'atelier MPEB pendant les 2 années. Donc elle introduisait avec ces slides-là, que je vais vous passer rapidement. Donc l'idée, c'est qu'on doit mesurer les performances énergétiques pour crédibiliser les objectifs qui sont ambitieux, vous le savez certainement, d'amélioration de la performance des bâtiments, pour donner confiance au marché. Ça, c'est un point important. On s'engage dans les travaux quand on a confiance dans le résultat. Donc il faut donner confiance pour garantir la qualité des travaux et puis plus largement pour promouvoir les compétences et le savoir-faire des professionnels du bâtiment. On a lancé le projet MPEB avec un séminaire en février 2016 où on a fait un point d'étape sur les connaissances, vous voyez, avec une 50aine d'experts qui avaient été réunis pendant 2 jours. Donc on faisait partie chez Biomasse Normandie des membres de ce séminaire. On avait proposé un article. Et puis, ça a mis un nom à se monter. On a ensuite engagé l'atelier MPEB. Alors cet atelier, il réunissait un ensemble de parties prenantes avec le coordinateur qui était le CSTB, et puis c'est Stéphanie Derouineau qui assurait cette coordination. Et puis, vous voyez qu'il y avait un groupe recherche qui a été constitué d'une petite dizaine, je crois qu'il y en a 9 entités, qui ont contribué à la recherche, contribué directement à la recherche. Donc, on était associé à Armine, c'est le laboratoire de recherche de l'école des mines. On était associé au CEREMA, autre laboratoire bureau d'études de l'État. On était, nous, en tant que bureau d'études, Biomasse Normandie, tout comme H3C, qui est un autre bureau d'études, Terrao, un autre bureau d'études. Puis il y avait aussi des grandes entreprises, Bouygues Énergie et Services, Saint-Gobain. Donc, vous voyez un mix d'acteurs pour mener ces travaux, avec au total plus de 35 experts mobilisés. Et puis de l'autre côté, un groupe utilisateur avec lesquels on interagissait environ 2 fois par an, qui validait, vérifiait la cohérence de ce qu'on proposait avec les besoins utilisateurs. On a travaillé selon 3 axes: capitaliser et diffuser les connaissances sur la MPEB, aider à la décision dans le choix des solutions, et puis valoriser la MPEB. En pratique, ça s'est traduit par un travail sur les concepts et les définitions de la MPEB, le recensement des méthodes de mesure de la performance énergétique, le choix et la mise en œuvre de solutions de MPEB, et puis l'analyse des coûts-bénéfices de la MPEB et la démonstration. On a fait des cas d'études de ce que pouvait être la mise en œuvre de la MPEB. Moi, je vais en particulier vous parler aujourd'hui des concepts et définitions de la MPEB, et puis de certains types de solutions de la MPEB. Je ne vais pas toutes les balayer. Je ne vais pas non plus parler de l'analyse coût-bénéfice. On a fait toute une matinée sur tous ces sujets-là. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo en ligne sur le site de la Fondation Bâtiment Énergie que vous trouverez à la fin de la présentation. Vous y trouverez également tous les livrables produits pendant ce projet de recherche. Je vais me concentrer ce matin sur, comme je vous l'ai dit, tout d'abord, concept et termes clés de la MPEB. Donc ça, c'est la présentation que j'avais réalisée avec Constance Lancel du CEREMA, que je vais vous passer maintenant. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de MPEB? L'idée, c'est de dire que de 1974 à 2006, les notions de performance énergétique apparaissent, au moins implicitement, à travers l'apparition des réglementations thermiques. Mais à l'époque,
Et puis jusqu'à maintenant, la performance des réglementations thermiques, c'est une performance à la conception. On parle de performance a priori. On retrouve aussi ensuite cette performance dans des outils tels que le DPE, les certificats d'économie d'énergie. Mais on est toujours sur de la performance a priori. Depuis 2006, on a une autre mesure de performance qui apparaît, c'est la performance réelle, mesurée, démontrée, avec des pratiques telles que les tests d'étanchéité à l'air, l'obligation de travaux dans le secteur tertiaire, les contrats de performance énergétique, la norme de management de l'énergie ISO 50001, dans sa deuxième version, qui met particulièrement l'accent sur la mesure de la performance et du coup la vérification de l'atteinte de résultats objectifs après coup. Tandis que les premiers items, on est sur de la performance calculée avant toute mise en œuvre toute réalisation, toute mise en œuvre d'amélioration. Ce qui est intéressant là, c'est de voir que la performance réelle, ce qu'on va détailler un petit peu après, ça existe finalement en France depuis 15 ans. On en parlait très peu avant, je ne dis pas qu'on n'en parlait pas du tout, mais dans les outils, dans les outils dont on disposait, c'était finalement quelque chose qui était quasiment inexistant. Or, on sait qu'il y a des écarts entre la performance réelle et la performance a priori. Vous avez peut-être été confronté à cet écart. Ici, on voit un graphique qui est un graphique des consommations attendues et donc au sens de la performance a priori. En l'occurrence, ici, c'est des simulations, des consommations simulées avec un logiciel de simulation énergétique dynamique. Dans le cadre du programme Prébat, c'est un programme d'évaluation de bâtiments particulièrement performant, un programme qui a été mené par le CEREMA. L'évaluation des bâtiments Prébat a été menée par le CEREMA. Et donc, cette comparaison entre le attendu issu de la simulation et le mesuré, on voit bien, alors je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, la différence entre les barres jaunes et les barres vertes, on voit bien qu'il y a régulièrement des écarts entre ce qui était attendu avec la simulation et ce qui a été constaté par la mesure. Ça, c'est important parce que nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, quand je dis ce qui nous intéresse au sens de l'intérêt général, quand on parle notamment des objectifs dans la loi qui sont de réduire la consommation totale d'énergie en France, tout secteur confondu en 2050 de 50%, c'est bien sûr de la consommation réelle et pas de la consommation simulée. Quand on voit ces écarts-là, on se dit que on peut mettre de l'énergie dans la réduction de la consommation attendue, mais si elle n'est pas suivie d'effet dans la réduction de la consommation mesurée, on n'a pas été très bon. Donc, il est hyper important d'aller chercher à correctement évaluer et pas sur la performance, sur la base d'un calcul a priori. La MPEB, c'est son objet d'aller creuser cette performance énergétique sur la base d'une mesure a posteriori, une fois que le bâtiment fonctionne. On a distingué 3 grands apports. L'idée, c'est que cette MPEB va donner du sens à la mesure et des clés de compréhension de la consommation réelle d'un bâtiment, de la qualité des enveloppes et de la performance des équipements. Elle va pouvoir être bien sûr un repère ou une boussole pour guider les utilisateurs vers la performance attendue. Et puis être une boîte à outils en fonction des besoins de chaque utilisateur. Alors, donc ça c'était les choses un peu génériques. On a travaillé pour commencer, dans le cadre du projet MPEB, sur la création d'un glossaire. Alors pourquoi un glossaire d'abord? Parce que la MPEB, on l'a évoqué, c'est un concept récent et souvent, c'est récent, c'est flou. Ce qui fait que quand on parle MPEB aujourd'hui, quand on parle de mesure de la performance énergétique avec des interlocuteurs, souvent on ne parle pas tout à fait le même langage. Et donc on risque de mal se comprendre. C'est ce que j'illustre avec le petit schéma là. Vous voyez 2 personnes qui sont en train de parler une langue étrangère.
Alors qu'en général, on essaye de se mettre d'accord, enfin notamment c'est le cas quand on parle de contrat de performance énergétique, où l'idée est de s'engager sur la réduction d'une consommation de manière contractuelle. A fortiori, quand on est dans ce cas-là et qu'on ne parle pas le même langage, c'est compliqué. L'idée arrive, les différents interlocuteurs arrivent à échanger avec un vocabulaire commun et avec des concepts communs. Alors, donc, je vous invite bien sûr à aller creuser, si le sujet vous intéresse, le glossaire. Ici, on voulait vous donner un aperçu des concepts clés qui sont développés dans le glossaire, sans rentrer dans tout le détail de toutes les définitions, bien sûr. Alors, on a 4 notions essentielles qui ont été abordées et que je voudrais détailler avec vous ce matin. D'abord, la mesure de performance, c'est une consommation dans des conditions données. Alors, comment on en est arrivé là? En fait, on a fait le constat, il faut voir en tête que quand on parle de performance, c'est toujours en fait une notion de comparaison qui est sous-entendue. On veut évaluer, on veut contrôler, il y a besoin de se comparer. On peut penser à ce qui se passe en sport, hein, enfin, si vous parlez de performance sportive, mais dans tous les cas, hein, si vous parlez de performance de chaudière, si vous parlez de performance de poêle à bois, pour revenir à des sujets que je connais qui sont un peu différents de la performance des bâtiments, dans tous les cas, l'idée est de se comparer. Je ne sais pas si vous le visualisez, hein, quand on parle de la performance, toujours pour dire je suis mieux ou moins bien que quelque chose, soit que le bâtiment d'à côté, soit que le record de l'autre athlète si je passe au sport. Voilà. Donc, performance égale comparaison. Or, pour se comparer, il faut se placer dans des conditions données. Alors là, pareil, on a prolongé l'analogie avec le sport, par exemple en faisant référence à ce qui se passe dans les compétitions de saut à la perche. Là, l'illustration, elle évoque les compétitions de saut à la perche, où les records sont différents en intérieur et en extérieur parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, on ne va pas comparer des records en intérieur et en extérieur. On va dire qu'il y a la catégorie des records en intérieur et de l'autre côté, la catégorie des records en extérieur. Cette notion-là, elle est importante. Dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments, il va falloir se placer dans des conditions données comparables. Et vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Pour le bâtiment, les conditions comparables, c'est par exemple la rigueur climatique, par exemple la température de consigne, par exemple le taux d'occupation, ce genre de choses. Alors, pourquoi c'est pas du tout anecdotique ce que je suis en train de dire, pourquoi c'est même structurant de la MPEB, vous allez le voir tout de suite. En fait, quand on parle de performance non mesurée, donc les calculs, j'ai évoqué les calculs réglementaires, j'ai évoqué le diagnostic de performance énergétique, les certificats d'économie d'énergie, j'ai appelé ça ici performance non mesurée. Quand on est dans ce domaine-là, la comparaison, elle est facile par construction, parce qu'on se place dans un environnement donné. Vous savez certainement que dans le cadre de la réglementation thermique, on a des zones thermiques données, des météos standards par zone. La France est découpée en quelques zones. On a une occupation standard, etc. Donc on se met dans un cadre qui nous permet de facilement comparer l'évaluation de la consommation. À partir du moment où on passe dans la performance mesurée, donc quand on parle de mesure et vérification, quand on parle d'évaluation de performance à la réception, ou quand on parle de suivi en exploitation, ben là, c'est beaucoup plus délicat, puisque de très nombreux paramètres changent entre différentes périodes ou entre des bâtiments différents. Et une des difficultés importantes de la MPEB va être de pouvoir se placer dans des conditions comparables pour afficher des résultats qu'on peut interpréter correctement. Deuxième point important, la consommation d'énergie, c'est la résultante d'interactions. Donc on a un petit schéma là qui peut peut-être paraître relativement trivial, c'est-à-dire que la consommation d'énergie, c'est l'interaction entre un bâti, entre des équipements à l'intérieur, avec des utilisateurs qui utilisent le bâtiment, qui règlent le bâtiment aussi, et ses systèmes techniques, hein, et puis des conditions extérieures. Et il faut avoir tout ça pour connaître la consommation d'un bâtiment. Si on n'a pas tout ça, si par exemple je suis en train d'évaluer l'enveloppe du bâtiment seulement, par exemple quand je veux faire une évaluation de l'enveloppe à la livraison, c'est difficile de parler de performance du bâtiment
quand je suis en train de regarder juste l'enveloppe, parce que nécessairement, c'est et l'enveloppe et les autres composants qui vont donner une consommation. Alors, vous allez me dire, bah oui, soit, mais pourquoi il nous parle de tout ça? C'est parce qu'on en est arrivé à s'interroger sur la façon dont on qualifiait la mesure de performance justement à l'échelle de systèmes ou de sous-systèmes du bâtiment. Et on a voulu séparer, c'est ce qu'on va évoquer après, la performance globale du bâtiment avec la performance d'un sous-équipement, ce qui est marqué là, sous-équipement, d'un composant du bâtiment. À l'échelle du bâtiment, on va parler d'indicateurs de performance énergétique. Et puis, ça pourra être une mesure, ça pourra être un ratio ou un modèle d'ajustement, on va y revenir après. À l'échelle des sous-systèmes du bâtiment, donc soit l'enveloppe ou un bout d'enveloppe, soit un système, on va parler d'indicateurs partiels de performance énergétique. On a proposé de faire attention à ce vocabulaire-là parce que ça nous semble important de distinguer, et ça vient notamment faire écho à l'utilisation récurrente du vocable performance intrinsèque du bâtiment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. On avait tendance à parler de performance intrinsèque, et on peut toujours entendre le terme, performance intrinsèque du bâtiment, qui désigne en fait, ce qu'on a montré dans nos travaux, c'est que selon les écrits, selon les ouvrages et selon ensuite les pratiques, du coup, performance intrinsèque du bâtiment désigne plusieurs choses. Parce que, en fait, ce qu'on met en avant avec ces travaux, c'est que ça veut pas dire grand-chose, performance intrinsèque du bâtiment. Est-ce que c'est la performance juste d'un bout d'équipement? Est-ce que c'est la performance globale, mais liée dans des conditions bien précises de standardisées? On ne sait pas trop. Et dans les différents écrits qui ont utilisé ce terme-là, la définition change. On a proposé, nous, pour être plus clair, qu'on parle d'indicateurs partiels de performance énergétique quand on est en train de parler des sous-systèmes. Donc, quand on parle, par exemple, du UBAT de la paroi, quand on parle du Q4, coefficient d'étanchéité à l'air, quand on est en train de qualifier l'étanchéité à l'air, quand on parle de rendement d'une chaudière, bien sûr, ça impacte la performance globale du bâtiment, mais ce ne sont que des indicateurs partiels. On peut avoir un mauvais UBAT et le reste très performant qui fait qu'au final, on pourrait avoir une bonne performance énergétique globale du bâtiment. Donc, on est ici sur les sous-systèmes sur des indicateurs partiels seulement de performance. Et puis, dernier point qu'on a souhaité souligner dans les notions importantes de la MPEB, c'est l'incertitude. Il faut avoir en tête que déclarer un résultat de mesure comme une valeur X fixe, c'est non réaliste. Aujourd'hui, quand on fait de la mesure, et ça paraît évident dans certains domaines, en médecine, en pharmacie ou dans l'industrie, ça l'est beaucoup moins dans le bâtiment. Quand on fait de la mesure, on a nécessairement, et de manière générale, de la mesure ou des calculs, on a nécessairement une incertitude associée au résultat. Dans le domaine du bâtiment, pour tout un tas de raisons, aujourd'hui, on a tendance à parler, en tout cas dans la pratique courante, quand on ne va pas dans le domaine de la MEV ou de la MPEB, on parle en valeur fixe. Donc on dit mon bâtiment il consomme 50 kWh par mètre carré par an, ou il doit consommer 130, sans avoir en tête que nécessairement il y a une incertitude. Or, il y a une incertitude, et l'idée, c'est de dire que maîtriser cette incertitude, savoir la calculer, ça participe à une prise de décision éclairée, à une bonne gestion des risques. Parce que avoir un bâtiment qui consomme 130 avec mais déclarer ça avec une incertitude de plus ou moins 70, ou avoir un bâtiment qui consomme 100 mais avec une incertitude de plus ou moins 5, et bien en fait, le meilleur choix, il n'est peut-être pas celui qu'on pourrait faire en regardant que le 130 et le 100, bien sûr. Donc, c'est important d'avoir ces notions d'incertitude et de savoir les manipuler. Alors, dans cette dernière slide, on fait un petit regroupement de notions parce que vous voyez peut-être, vous sentez peut-être que dans MPEB, dans mesure de performance énergétique du bâtiment, on a associé plusieurs pratiques qui existent aujourd'hui, mais on a cherché à quelque part à les unifier et puis à leur donner un cadre que tout ce qui était mesure et vérification, suivi des économies typiquement à l'échelle d'une année sur un bâtiment,
suivi de la performance à des pas de temps plus fins, mesure d'indicateurs partiels tels que le Q4, donc l'indicateur d'étanchéité à l'air, le HTR, c'est un indicateur de performance globale de la paroi. Toutes ces pratiques, en fait, sont du ressort de la NPEB. J'en ai fini avec la partie glossaire. Et puis, je vous propose maintenant de passer à un zoom sur les pratiques de mesure de la performance à l'échelle d'un bâtiment. Montrer comment on propose d'organiser les pratiques actuelles. On a séparé en 3 grands types de pratiques les façons de mesurer les performances énergétiques à l'échelle d'un bâtiment. Avant de rentrer dans ce détail, peut-être est-ce que vous avez déjà des questions sur ce que j'ai mentionné là? Pour le moment, c'est bon. J'ai bien suivi. Camille, c'est ça. En fait, on ne t'entend pas. On ne vous entend pas. D'accord, pardon. Ou très bas. Ah, si, pardon, c'est moi. Il faut que je parle plus fort. Alors. Je crois que mon non, son... j'avais pas de questions, c'était bon, c'était clair. Ok. Bon, donc s'il n'y a pas de questions, je continue. Tac. Alors, donc, calcul de MPEB à l'échelle du bâtiment. On l'a évoqué tout à l'heure, juste avant, le point délicat de la MPEB par rapport à l'évaluation de la performance non mesurée, c'est qu'il n'est pas facile de se placer dans des conditions données contrôlées. Or, c'est essentiel, vous l'avez vu, quand on parle de performance, on doit se placer dans des conditions données contrôlées. Concrètement, sur un bâtiment, je ne peux pas raisonnablement comparer la consommation d'un bâtiment dans un climat froid avec un autre bâtiment dans un climat aux hivers doux. Je ne peux pas non plus comparer la consommation d'une année N avec celle de l'année N plus 1 si, là encore, la rigueur climatique a évolué entre les deux. Donc, je parle là de température quand j'évoque ces sujets-là, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent faire varier la consommation. Ça peut être le climat, au-delà de la température, ensoleillement, humidité. Ça peut être aussi l'occupation, nombre de personnes, planning, et puis d'autres événements sur le bâtiment, comme le déménagement d'un service, etc. Afin de se placer dans des conditions comparables, on va réaliser ce qu'on appelle un ajustement. On va procéder à des ajustements qui permettent de neutraliser l'impact de certains facteurs. L'ajustement, il s'illustre avec ce schéma-là. On a une année 1, qui est une période, on va appeler ça la période hantée, la période avant la réalisation. En général, on dit qu'on réalise des travaux au niveau de la barre jaune ici. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est de modéliser la consommation de la période hantée pour pouvoir, donc on cherche, quand je dis modéliser, on cherche une façon de recréer et d'expliquer la consommation jaune. On va faire ça, par exemple, sous forme de modèles statistiques. Ça peut être des modèles simples. C'est typiquement, ça marche assez souvent, de décrire la consommation d'énergie comme étant A fois le nombre de DJU. Et si on arrive, en faisant cette opération-là, A fois DJU, à recréer cette courbe-là, je peux me dire que j'ai un modèle qui représente correctement la consommation de mon bâtiment dans la période 1. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, du coup, ce bâtiment, dans la période 2, il aurait consommé tant. Ça, c'est ma courbe pointillée ici. Et dans ce cas-là, est-ce que j'ai ça? Voilà. J'ai ça. Donc, on parle de consommation de la période hantée ajustée aux conditions de la période post. Ce qu'aurait consommé mon bâtiment avant les travaux, si là, ici, j'ai fait des travaux, si ici, j'ai fait des travaux, ce qu'aurait consommé mon bâtiment si j'avais pu le faire continuer dans la période post, et ben ça, je peux le comparer à ce que j'ai réellement consommé. C'est ici ma courbe verte. Et dans ce cas-là, je peux faire une évaluation correcte de l'économie en comparant cette courbe verte-là réellement constatée avec ce que j'aurais consommé, ce qu'aurait consommé mon bâtiment
s'il avait vu les conditions de la période 2. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est comparer directement la courbe verte avec la courbe jaune, parce que dans ces cas-là, enfin ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas le problème quand on compare la courbe verte et la courbe jaune, c'est qu'on mélange l'impact des travaux et l'impact de certaines conditions, typiquement les DGU, mais peut-être l'occupation, etc. On mélange ces impacts, et donc on ne sait plus dire quelle est la part des travaux et la part de la modification des DGU et de l'occupation dans le résultat de l'économie. Or, nous, en général, ce qu'on veut évaluer, c'est l'économie liée uniquement aux travaux. Donc ça, c'est le principe de l'ajustement. J'espère que ça vous aura parlé, parce que c'est un principe très important pour comprendre ce que c'est la MPEB et la mesure et vérification. Alors, un point sur lequel qui vous vient peut-être à l'esprit, hein, c'est que ce principe d'ajustement, c'est pas récent. J'ai parlé là des DGU, parce que, en fait, c'est ce que font, d'une certaine manière, tous les exploitants de chauffage, tous les thermiciens. Vous, autour de la table, si vous vous intéressez au sujet, c'est peut-être aussi ce que vous manipulez. Vous avez peut-être l'habitude de faire des corrections de DGU en faisant des règles de 3. Donc, on fait des règles de 3 sur les DGU pour corriger la consommation d'un bâtiment. Donc, on n'appelait pas ça comme ça, on n'appelait pas ça l'ajustement. C'est la même chose. Par contre, on n'avait pas pris en compte correctement les précautions à prendre lorsqu'on manipule ces ajustements et ces règles de 3 sur les DGU. Et ça, je pense que c'est vraiment un apport de la mesure et vérification et de la MPEB, c'est de dire, de poser avec ce petit schéma ce qu'on fait quand on est en train de faire une règle de 3 sur les DGU. Et du coup, vous allez voir, de voir les limites de la règle de 3 sur les DGU, et puis la généralisation, en fait, qu'on peut en faire. Comment on fait un ajustement, dans quel cas on fait un ajustement, et puis vous allez voir que en fait, ça peut prendre des formes variées, bien au-delà de la règle de 3 sur les DGU, et ça nous permet de faire des estimations correctes, dans tous les cas, de l'amélioration de la performance. Et donc, c'est la MEV qui est apparue avec le protocole international IPMVP il y a une dizaine d'années en France, 20 ans à l'international, 10 ans en France. C'est avec la MEV qu'on a formalisé tout ça. Alors, je voulais illustrer, du coup, je parle de précautions à prendre là et de fait que les DGU, ça ne marche pas toujours. Je vais l'illustrer sur un exemple concret. Vous voyez ici des données, c'est des points de données, c'est consommation en fonction de DGU. C'est des points qui nous viennent d'un bâtiment réel. C'est une tour à la Défense. Et je vais vous présenter ce qu'a fait l'exploitant de chauffage en place, sachant que c'est aussi une major de l'exploitation. C'est un bâtiment qui était en démarche HQ exploitation, donc suivi en termes de performance. Tous les mois, il y avait un rapport de performance pour évaluer où en était le bâtiment. Donc des moyens, je dis tout ça pour dire qu'il y avait des moyens de mis sur l'évaluation de la performance, et malgré tout, vous allez voir que les choses n'étaient malheureusement pas bien faites pour appréhender la performance du bâtiment. Ce qui se passe, c'est que les points jaunes, c'est l'année de référence. Donc, on voit se dessiner. Excusez-moi, j'ai tendance, n'hésitez pas à me dire, parce que des fois, j'ai 2 écrans, je mets la flèche sur le mauvais écran, donc c'est moins efficace pour vous montrer les choses. On voit se dessiner une tendance quand on regarde les points jaunes, où là, c'est plutôt plat, puis après, on a une consommation qui évolue en fonction du nombre de DGU. Ce que faisait l'exploitant, c'est s'appuyer sur une règle de 3 sur les DGU, comme on fait très souvent. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une règle de 3 ? Je ne sais pas si mathématiquement vous le voyez, mais en fait, on cherche une proportionnalité stricte entre les points, et c'est une proportionnalité stricte, ce qui fait que ça passe par 0. Quand on écrit consommation égale A fois DGU dans l'équation, ça veut dire que quand les DGU valent 0, la consommation, elle vaut 0. Et donc, si je cherche à dessiner une droite qui représente mes points jaunes et qui passe aussi par 0, c'est ça mes 2 contraintes quand j'essaye d'écrire consommation égale A fois DGU et que je fais une correction sur les DGU comme on a l'habitude de la faire, j'ai une droite qui fait en gros quelque chose comme ça. Et donc, ce qu'on utilise pour représenter le comportement du bâtiment quand on fait une règle de 3 sur les DGU, c'est une droite qui se comporte comme ça. Et ça veut dire que c'est ce modèle-là que j'utilise pour faire l'opération d'ajustement que j'ai montré précédemment. Avec ça, quand on le voit comme ça, on voit bien que cette droite-là, elle n'est pas bien représentative du bâtiment jaune et qu'il faudrait plutôt dessiner
idéalement dessiner alors une droite comme ça avec une rupture de pente, et on peut, en l'occurrence, vous allez voir les résultats que je vais vous montrer juste après, ils sont faits simplement avec une droite qui passe quelque chose comme ça entre les points. C'est une droite avec une seule pente. Si je fais une droite avec une seule pente, j'ai des résultats corrects. Il y a des indicateurs statistiques qui sont développés pour savoir si un modèle il est bon ou il n'est pas bon, qui sont par exemple développés, ces indicateurs, dans l'IPMVP. Donc, on a des résultats corrects quand je fais cette monodroite, là, simple droite qui passe à peu près par tous les points jaunes. Et quand je fais ça, j'en arrive au résultat suivant. Hop, il faut que je revienne sur mon autre écran. En vert, vous avez le résultat de l'économie que j'ai calculé en utilisant ma droite, qui est du coup d'une forme A fois DGU plus B. Hein, c'est une droite qui passe avec qui a une constante non nulle, et puis qui passe par les différents points jaunes. J'obtiens une économie de plus 10% entre l'année de référence et l'année de suivi, en faisant l'opération d'ajustement que j'ai illustrée juste avant. Ce que calculait l'exploitant sur place, lui, en utilisant la règle de 3 sur les DGU, c'est moins 9%. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que vous voyez l'impact que ça a de choisir un modèle. Voilà, deux modèles différents, soit celui qui passe par l'ordonnée à l'origine 0 et qui cherche à passer le plus proche possible des points jaunes, donc ça doit donner quelque chose comme ça, soit l'autre droite, l'autre modèle. On n'obtient pas du tout les mêmes résultats d'évaluation de la performance et d'évaluation de l'économie. Donc c'est très important de choisir le bon modèle. Et en l'occurrence, vous voyez ici que clairement, ce modèle-là, il est beaucoup moins représentatif du bâtiment, celui utilisé quand on fait une règle de 3 sur les DGU, il est beaucoup moins représentatif du bâtiment qu'un modèle qui passe un peu là comme ça, comme je fais avec ma souris. Donc la bonne évaluation, et plutôt que de le faire un peu à la main, là comme je le fais, on a, je le redis, des critères statistiques précis qui sont donnés dans l'IPMVP par exemple pour nous indiquer ce que c'est qu'un bon modèle. La bonne évaluation ici, c'était le plus 10%. Or, l'exploitant, il affichait moins 9%. Et ce qui est intéressant aussi de discuter ou de constater, c'est qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'éléments pour nous dire on se trompe. Quand on voit 9% d'économie, l'économie, c'est impalpable. Donc, dire ton calcul, il est faux juste parce que l'ordre de grandeur de l'économie, le chiffre là, est pas bon, c'est difficile de dire ça. Il faut en fait être descendu dans la méthode de calcul et avoir, entre guillemets, constaté que le modèle qu'utilisait l'exploitant là n'était pas le bon pour se dire ah mais du coup, ce chiffre, il ne doit pas être bon. On ne peut pas se raccrocher à des ordres de grandeur comme on le fait, je ne sais pas si vous évaluez la consommation d'un bâtiment qui fait 10 000 m² puis que vous dites qu'il consomme 20 MWh, vous savez que c'est pas très qu'il y a un problème d'ordre de grandeur. Là, sur l'économie, c'est beaucoup plus difficile à dire. Donc, voilà pour le principe de l'ajustement, et j'espère que vous aurez que ça vous aura parlé. Je vais maintenant développer un petit peu sur les méthodes d'ajustement, parce qu'en fait, là, je vous ai parlé uniquement des méthodes d'ajustement statistiques. Il y a au total 3 types de méthodes. Je vais passer rapidement dessus, mais c'est important de vous l'évoquer. Donc, on peut faire des ajustements statistiques, on peut faire des ajustements physiques ou utiliser une méthode hybride, qui est un croisement de méthodes statistiques et de méthodes physiques. Méthode statistique, on peut parler de règle de 3 sur les DGU, ça marche dans certains cas. Hein. Je reviens sur mon propos. Là, mon propos n'était pas de dire tout à l'heure que la règle de 3 sur les DGU, ça ne fonctionnait jamais. Mais par contre, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ça peut être une mauvaise modélisation du bâtiment. Et dans ce cas-là, l'évaluation qu'on fait de l'économie, elle n'est pas correcte. Mais parfois, c'est correct. Ça dépend des cas. Ce qui est important, du coup, c'est de vérifier que le modèle qu'on utilise est le bon. Et donc, en fait, les modèles, on en a toute une palette. De la règle de 3 à des algorithmes de machine learning très compliqués. On peut imaginer des choses très compliquées. En passant par, dans la pratique, aujourd'hui, ce qui marche très bien dans une grande majorité des cas, c'est la régression linéaire sur des données hebdomadaires ou mensuelles. Ça fonctionne très bien. Les ajustements... Est-ce que ça fonctionnerait en partant de 0 ? Ça fonctionne assez bien à partir de 0 quand on est sur du chauffage pur. Donc, on a accès à la consommation de chauffage hors ECS.
ce qui est le cas parfois, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Et puis, il faut être idéalement, normalement, dans la bonne base DJU, mais en général, on ne se trompe pas trop. Donc les DJU, hein, c'est une base 18. On peut évaluer les degrés jour sous une base 20 degrés. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, les bases de calcul des DJU. L'idée du DJU, hein, degré jour unifié, c'est d'être un indicateur synthétique de la rigueur climatique. Le DJU, c'est formé comme étant la température extérieure moins une température de référence, qui est en général 18. Et puis on regarde sur la journée l'écart entre cette température extérieure moyenne et 18 degrés. On compte 2 DJU par exemple. S'il a fait 16 degrés en moyenne dans la journée et que notre température de référence était 18, on dit qu'il y a eu 2 degrés de chauffage entre guillemets à compenser. Et en fait, quand on somme ça tous les jours sur le mois, ça nous donne un indicateur synthétique de la rigueur climatique. Il y a des travaux de Roger Cadillac dans les années 70-80, dès 60 d'ailleurs, en fait, qui ont mis en place cette notion de DJU en France, et il a bien montré l'importance qu'il y avait de choisir la bonne base DJU. Le 18, là, en fait, aujourd'hui en France, on considère que c'est la base un peu par défaut. Enfin, c'est la base par défaut. Parfois, les gens explorent d'autres bases, parfois pas. Et l'impact que ça a, c'est que ça rajoute éventuellement un petit b, donc une constante. Donc, en général, disons que moi j'avais fait le test sur quelques centaines de bâtiments. Quand on n'a que du chauffage, avec un DJU 18, j'avais 85% des modèles qui étaient corrects. D'accord, en partant du 0 pour le coup. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, les ajustements statistiques, c'est largement répandu. En France et dans le monde, notamment dans le cadre des contrats de performance énergétique. Ça correspond à l'option C du protocole IPMVP. Si vous êtes familier du protocole IPMVP ou que vous en avez déjà entendu parler, c'est l'option largement utilisée. Et attention, j'espère que vous l'aurez compris avec cette présentation, le modèle utilisé doit être représentatif du fonctionnement du bâtiment. En l'occurrence, dans l'exemple que j'ai montré, c'était le bâtiment avant travaux. On construit un modèle sur le bâtiment avant travaux ou avant évaluation de l'économie. Le type d'ajustements qu'on peut réaliser, ce sont les ajustements physiques. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est des ajustements qui sont faits à l'aide d'un logiciel de STD, simulation thermique dynamique, ou SED, simulation énergétique dynamique. On va considérer que c'est la même chose ici. Grâce à ces logiciels, en fait, on peut aussi représenter la consommation d'un bâtiment avant travaux et donc avoir un modèle du bâtiment, du fonctionnement du bâtiment. Si on a ça, on peut ensuite faire l'opération d'ajustement, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ces ajustements physiques, ils se développent fortement depuis 3 à 5 ans en France, principalement via le développement des contrats de performance énergétique dans le neuf. Et on utilise, vous avez peut-être entendu parler, le véhicule juridique qu'on utilise, c'est les MPGP, un marché public globaux de performance. Et donc, de plus en plus de maîtres d'ouvrage disent oh j'ai compris qu'à partir du moment où je faisais un bâtiment neuf, je pouvais utiliser cet outil d'ajustement physique, cette option D du protocole IPMVP, en l'occurrence ça correspond à l'option D du protocole IPMVP, pour aller, ça nous permet notamment de créer une consommation de référence. Quand on n'a pas de consommation dans la période en T, on peut, grâce à l'utilisation du logiciel, créer une référence. Mais là encore, le modèle utilisé doit être représentatif du fonctionnement du bâtiment. Alors on va parler de calage. Il faut à un moment donné caler le modèle sur le fonctionnement réel du bâtiment, sinon on est dans le monde, entre guillemets, de la simulation, de l'évaluation a priori, comme qu'on a évoqué au tout début de la présentation. On n'est pas sur la performance réelle mesurée. Et aujourd'hui, dans les pratiques, ça, c'est pas bien compris, et la plupart des utilisations de simulation énergétique dynamique en France pour faire de la MEV, l'outil n'est pas utilisé correctement en cohérence avec les principes de la mesure et vérification et de l'IPMVP. On a fait une étude de cas, en l'occurrence c'est moi qui ai été interrogé plusieurs acteurs, AMO, entreprises,
maîtres d'œuvre qui travaillaient qui utilisaient cette option, cette façon de faire dans des opérations depuis 3 à 5 ans, mais les pratiques ne permettaient pas d'avoir cette assurance que le modèle utilisé était bien représentatif du fonctionnement du bâtiment. Donc ça, c'est un point sur lequel on est en train de travailler. Avec la MPEB, le projet MPEB, on a un livrable qui propose des pistes de solutions. On est en train, par ailleurs, de préparer une formation avec Evo, une formation pour le marché français, pour proposer ces solutions, les faire connaître, les faire comprendre. Donc, voilà, on espère que les pratiques vont évoluer, mais il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a un point d'attention, parce que dans les pratiques, on n'assure pas cette représentativité du modèle pour le fonctionnement du bâtiment. Le dernier type d'ajustement, c'est des ajustements hybrides. Et donc là, on couple l'utilisation d'un logiciel avec les modèles d'ajustement statistique. C'est pour l'instant ça a été étudié dans des travaux universitaires. Il y a quelques utilisations de terrain pour des CPE en neuf là aussi. C'est une forme qui n'a pas été formalisée dans l'IPMVP. Et là aussi, le bâtiment doit être représentatif du fonctionnement du bâtiment. Et là encore, dans les pratiques terrain, c'est pour l'instant pas trop ce qui se passe. Ça présente certains avantages, notamment en termes de simplicité d'affichage. C'est pour ça que c'est étudié au niveau universitaire et que c'est mis en pratique de plus en plus sur le terrain. Mais là encore, point d'attention sur les bonnes pratiques autour de ces méthodes. Là encore, dans le cadre du projet MPEB, on a fait un livrable qui propose des pistes de solutions et une méthodologie bien précise pour l'utilisation. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ces guides, je vous mets ici ce qu'on a livré à l'issue du projet de recherche sur cette thématique des ajustements. Il y a eu plein d'autres livrables, on va y revenir après, mais sur cette thématique des ajustements, on a livré 3 guides de bonne pratique, donc sur ces 3 types d'ajustements. On a livré une étude de cas d'utilisation de l'option D, IPMVP, que j'ai évoqué juste avant. Au passage, il y a d'autres études de cas qui ont été livrées dans le cadre d'autres tâches qui ne concernent pas spécifiquement les ajustements et qui peuvent être intéressants pour vous pour voir comment est mis en œuvre la MPEB dans des copropriétés, sur des bâtiments logements sociaux notamment. Et puis, on a aussi livré un logiciel qui est mis à disposition en open source et gratuitement, qui permet de faire des calculs d'ajustement. Là, c'est ajustement statistique. Et ce logiciel, il est à destination des praticiens, ceux qui veulent faire des calculs. Il y a à la fois des choses très simples. On rentre ces données et puis on peut faire un modèle linéaire tout simple avec quelques indicateurs statistiques qui sont proposés dans l'IPMVP. Le RO carré et le CVRMSE sont 2 des indicateurs très connus quand on s'intéresse à la qualité des modèles et à la mesure et vérification. Et on a mis aussi en œuvre dans ce logiciel des choses beaucoup plus innovantes, des modèles qu'on est allé chercher dans des labos de recherche aux États-Unis, des façons de suivre la performance, pour le coup qu'on a été prendre de certaines techniques issues de l'industrie et qu'on a appliquées au suivi de la performance. Voilà, le logiciel est disponible. On peut vous aider aussi, bien sûr, à le manipuler et voir après à l'implémenter. Là, s'il faut l'implémenter, bien sûr, ça demande des missions spécifiques, mais en tout cas, pour la prise en main, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez aller jeter un œil. De manière générale, dans le projet MPEB, on a livré tout un tas de choses, guide des cas d'études, je vous en ai parlé, outils pratiques, le module open source, je vous en ai parlé. On a aussi un outil en ligne d'aide au choix des solutions de MPEB, parce que là, moi, je me suis concentré aujourd'hui sur les solutions à l'échelle du bâtiment globalement, mais on a aussi travaillé dans certaines tâches sur l'évaluation de la performance de l'enveloppe, l'évaluation de la performance des systèmes, et on a créé cet outil en ligne d'aide au choix de solutions MPEB pour que justement l'utilisateur puisse trouver facilement la solution qui lui convient dans le cas dans lequel il est. Soit je suis un maître d'ouvrage et je cherche à faire une rénovation dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. Quelle
de quel outil je vais avoir besoin. Soit je suis en train de livrer un bâtiment ou de me faire livrer un bâtiment, je suis encore un maître d'ouvrage et je veux vérifier que la performance à la réception elle est correcte. Donc de quel outil je vais avoir besoin. Tout ça, c'est décrit dans cet outil qui est là aussi accessible gratuitement sur le site Bâtiment Énergie. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Vous y trouverez aussi l'ensemble des rapports qui ont été produits. Alors là, c'est des rapports scientifiques. Il y en a certains qui sont très techniques, d'autres plus accessibles. N'hésitez pas. En tout cas, toute la matière du rapport et du projet est disponible. Et enfin, on a écrit une synthèse. Donc, je l'ai indiqué au début, on était co-rédacteur chez Biomasse Normandie de cette synthèse avec le CEREMA. Synthèse du projet en moins de 30 pages, ça doit être entre 20 et 30 pages. On synthétise une partie de ce qu'on a vu ce matin et puis quelques autres éléments. Et puis, je peux vous indiquer aussi que le webinaire dont j'ai extrait les quelques éléments là de ce matin, qui a duré toute une matinée et donc qui rentre aussi dans le, j'allais dire dans le détail, c'est pas dans le détail, mais en tout cas qui expose aussi les aspects sur les indicateurs partiels de performance, sur le coût de la MPEB, etc. Toutes ces présentations sont disponibles. Il y avait, voilà, c'était un webinaire d'une matinée et tout ça est disponible sur le site, toujours. Donc vous pouvez aller vous inspirer en allant voir ces replays. Je clôt là avant de vous laisser la parole pour éventuellement des questions si vous en avez, simplement en indiquant qu'on a des prochains webinaires tout au long de l'automne. On fait une pause au mois d'août, mais on reprend en septembre. Biodéchets, plan bois énergie, Actimo et programme Impact d'ici à la fin de l'année 2021. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon pour moi. C'était une bonne présentation. Merci beaucoup. Du côté des autres participants, tout est clair aussi? Tout est clair, merci. Juste, vous allez nous envoyer la présentation à l'issue de webinaire. Alors, ce qu'on fait en général dans les pratiques habituelles sur le webinaire, c'est qu'on n'envoie pas la présentation, mais c'est qu'on envoie uniquement enfin, on met en ligne la vidéo. On a fait l'enregistrement là, je vous l'ai indiqué au début, et donc c'est ça qu'on met sur YouTube. On a une chaîne YouTube dédiée à nos webinaires. Ok, très bien. Vous êtes vous-même amené à manipuler la MPEB, là, vous êtes là parce que vous avez à faire des calculs de performance et vous vous posiez des questions? Alors, moi, personnellement, non, mais moi, par exemple, je suis secrétaire général du syndicat national d'exploitation climatique et de la maintenance, donc des exploitants de chauffage. Et c'est vrai que c'est un sujet qui se retrouve essentiellement dans le cadre des CPE. Tout à fait. Donc voilà, c'était un peu personnellement pour m'imprégner aussi de cette thématique qui est important sur les prestations avec engagement de performance. D'accord, merci. Et pour les autres participants, ouais, Oui, non, moi, j'ai pas forcément à l'utiliser directement. Je viens de prendre mon poste au sein de Fibois Normandie, donc c'est vrai que c'est encore très récent. Donc, j'ai fait un peu la documentation sur tout ce qui était biomasse. Et vu qu'il y avait un webinaire biomasse, je me suis dit, bah, je vais continuer à m'intéresser à l'entreprise. Donc, ok. Bonjour. On vous entend pas très bien. non. On va monter le son. Ah oui, c'est mieux. Monsieur Chopin, je suis donc administrateur de Biomasse Normandie et je représente la Chambre régionale d'agriculture de Normandie. Et donc, je me suis connecté uniquement par curiosité sur ce webinaire LPED. Voilà, tout simplement. Ok.
Eh ben, j'espère que vous aurez appris des choses, que votre curiosité aura été satisfaite sur les activités de biomasse, effectivement. Si je peux me permettre de faire pas une remarque, hein, surtout pas, parce que vos webinaires sont de qualité. Les chambres régionales d'agriculture ont 2 missions, une mission auprès des agriculteurs, une deuxième mission auprès des collectivités territoriales, notamment, et on essaie de toucher les collectivités territoriales par rapport aux matériaux biosourcés et agrosourcés, hein, tels que le chanvre, bien sûr, tels que la fibre de lin, tels que la paille. Et donc, peut-être il serait bon de préparer un webinaire dans ce sens. Alors, Paul, c'est pas vu, ça n'est plus votre mission, mais c'est la mission de certains de vos collègues au pôle matériaux agrosourcés peut-être. Mais ce serait une présentation dans le genre qui nous permette d'avoir un éventail des nouveaux matériaux biosourcés et agrosourcés dans la construction. Ok, c'est noté. Voilà, bonne suggestion. C'est plus une suggestion qu'une remarque, évidemment. Merci. Et Yves, je ne sais pas si vous nous entendez, Yves, il y a votre micro qui est coupé. Oui, je vous entends. Est-ce que vous êtes amené à utiliser la MPEB? Alors directement, peut-être pas forcément, mais moi c'est toujours intéressant d'avoir les informations sur ces choses-là. Bon, moi directement, je sais pas, mais c'est comment dire, un argument de plus, je trouve, pour les conceptions, voilà. Bref, voilà, biosourcées, voilà. D'accord. Bon, ben merci, en tout cas. Et puis, peut-être à bientôt sur un prochain webinaire. Et je vous souhaite un bel été. À vous aussi, merci. Ouais. Merci. Merci pour ce webinaire. Au revoir. Au revoir.